Alors, nous sommes aujourd'hui avec Sophie Aboud et Ben Chiquan du groupe Chiquan, groupe MCH, Maison Chiquan Homes. Et nous sommes à la pêche au nord d'Ottawa. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, c'est mon ami Jean-Sébastien Duceppe de Boursier Ventilation qui m'a dit, il faut que tu aies rencontré ces gens-là. Et je suis venu préparer parce que j'ai rendu visite ce matin à Michel Lesault, que vous avez desservi l'année dernière. Elle est très heureuse de votre maison. Mais avant de parler des panneaux de murs massifs, parlez-moi un peu de l'historique de votre compagnie. Sophie, c'est ta belle-sœur. Hein? Oui. Ton frère travaille aussi, Jake, avec toi? Oui, c'est lui en charge de l'usine présentement. Puis ma sœur qui est en charge de l'administration. C'est Karina. Fait qu'on a Karina, ma sœur, puis Jake, mon frère. OK. Fait que c'est commencé par exemple avec moi et Jake. Je te demandais de parler plus fort, mais j'ai pas mon gros micro. Fait que ça a commencé avec Jake et moi en 2012, en juillet. Fait qu'on va arriver à notre 10 ans dans un prochain mois. Fait que Félicitations. C'est une grosse défi dans le monde de construction quand tu commences de nouveau. Ouais. Mais fait qu'on a commencé comme n'importe quelle compagnie de construction où on a commencé à faire des rénovations, puis on prenait n'importe quel contrat pour nous garder aller. Mais là, 4 ans passés, on a fait une décision de vraiment viser un marché de bois massif, parce qu'on a voyagé en Europe pour suivre des cours de maisons passives. Puis aussi faire un tour de toutes les usines qui fabriquaient en Europe des maisons passives. Puis on nous a vraiment inspiré de leur système, quelqu'un qui faisait, comme on dit, ils sont 30 ans d'avance, mais je peux dire peut-être même plus. Avec cette vision-là, quand on est retourné ici, on a décidé d'aller vers ce marché-là, parce que c'est sûr que ça va prendre du temps à arriver où ils sont en Europe, parce que c'est sûr qu'ils sont bien en avance. Par exemple, il y a 4 ans, on a pris la décision de vraiment aller vers le bois massif, puis on a fait notre première maison où on a commandé en Europe. Ça vient du celui de Merck, c'est un produit de CLT. Puis CLT, c'est Cross Laminated Timber. En français, c'est le bois croisé laminé. Laminé croisé, hein? Ouais. Puis, c'est là où on a fait notre premier projet. Puis après ça, on a vraiment pris le temps de choisir nos clients. La transition, c'était quand même assez long pour d'aller d'un à l'autre, terminer les contrats. Puis là, à cette heure... Au début, c'était des murs standards en usine que vous faisiez? C'était pas en usine même, c'est juste qu'on faisait sur le chantier. On a exploré aussi, je vais dire, probablement une 10-15 différents systèmes de murs pour avoir l'idée de créer un système efficace. On a fait du rammed earth, on a fait du SIPS panel avec du timber frame, terre pisée en français c'est du rammed earth, puis des SIPS c'est des panneaux isolants avec comme un sandwich de plywood et foam avec un timber frame. On fait beaucoup de timber frame aussi. Le gros bois d'œuvre. Vous avez fait une formation en timber frame? Non, on avait plusieurs staffs qui l'ont fait, puis ils adoraient ça. Les artisans. On se fiait là-dessus. Mais en bout de la ligne, c'est... Rammed earth, c'est le pisé aussi, vous avez fait? Oui, terre pissée, oui. On a fait plusieurs maisons comme ça. C'est sûr que ça, c'est quand même intéressant comme produit, mais c'est pas efficace du tout en termes de main-d'œuvre et coût pour les clients. Oui, ça prend beaucoup de main-d'œuvre. C'est complètement le contraire que pré-usiné. Non, c'est sur chantier, oui. Mais c'est pour dire qu'on a passé au travail tout ça, puis au bout de la ligne, on a compris que pour être efficace, il faut rentrer à l'usine. On a fait des calculs sur les chantiers, juste des numéros assez intéressants où quand tu arrives sur le chantier le matin, tu sors tous tes outils, tu prends du temps de monter, tu prends ton lunch, tu sors tes outils au fin de la journée, tu pars 2-3 heures, plus l'efficacité pour le monde qui visite sur le chantier, l'autre chose qui se passe. On calculait autour de 50% d'efficacité. Le vrai temps sur les outils où est-ce que tu travailles. Fait que là, quand on est en usine, ça peut augmenter de 70 à 80 parce que tous tes outils sont à côté de toi, à la place, pas obligé de sortir, rentrer. Fait que juste là, il y a une gagne d'entour de 30% pour dire entre 20 et 30% de temps sur les outils où ce que tu vas fabriquer. Fait que c'est là déjà, en construction, le coût tout horaire, que tu peux augmenter, changer de 20 à 30%, c'est énorme.
C'est juste les numéros qu'on a calculés au travers un peu de temps, que ça faisait beaucoup de sens d'aller à l'usine. Puis, c'est pas juste le temps, c'est la qualité, t'es pas obligé, tu veux toujours travailler si il y a une tempête ou non. Fait il y a plusieurs raisons parce que ça on est vraiment à l'abri surtout au Canada, à l'abri de la température. Les éléments. On peut offrir à nos clients une construction à l'année longue, genre, même si on s'assure à ce que les fondations soient coulées avant que la neige tombe, mais après, tout le reste du processus continue, puis dès que la neige fond, on arrive, puis on monte. Puis bon, on a aussi l'expérience de assembler les maisons en plein milieu de l'hiver pour les clients qui sont prêts à payer pour. C'est sûr qu'il y a un coût pour ça parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans la température, mais on l'a fait, on est expérimenté là-dedans, puis ça aussi c'est quelque chose que je pense que nos clients apprécient énormément, c'est le fait qu'on est capable de leur donner cette flexibilité-là. Ben oui, Mme Lesault disait que ça a pris quelques heures monter une fois. Oh oui, ça prend pas de temps. Avec la grue, c'est... Non, c'est sûr qu'on peut... Si on prévisionne les systèmes de toit aussi, là, on peut dire dans 3 et 4 jours, on peut avoir une enveloppe enfermée. C'est vraiment où est-ce qu'on est au bout de faire un test de densité d'air. C'est vraiment assez Ah oui, rapide. OK. L'étanchéité est faite. Aussi, habituellement, ça dépend du projet, puis l'endroit du projet, puis bon, la cédule des fenêtres et des portes. Là, mais habituellement, on usine aussi les fenêtres avec le système de mur. Donc, en fait, quand on arrive sur le chantier, on monte. Vous posez tout. Tout est là. Puis on vient de finir, par exemple, un projet à Rimouski. Ça a pris vraiment 4 jours. Là. Tout était monté. Malheureusement, pour ce projet-là, à cause des fenêtres qui sont venues en retard, on n'a pas pu pré-usiner les fenêtres. Mais même en installant les fenêtres sur place, là, ça n'a pas pris longtemps. Donc, vous êtes embauché tant par des particuliers que des entrepreneurs généraux. Oui. Et vous desservez tout le Québec. Tout le Québec, l'Ontario. Là, on commence à avoir des demandes des États-Unis. Japon. Ah ouais? Aruba, là, maintenant. Aruba, oui. Wow! Ouais, le système, quand tu le montes sur un camion, si tu fais 8 heures de route, si tu fais 2 heures de route, 8 heures ou 20 heures de route, ça ne change pas énorme de coût pour la rapidité de l'assemblage puis qu'est-ce que vous avez gagné comme qualité. C'est comme, fait que notre marché, il peut être assez énorme. Alors, quand est-ce que vous avez choisi le CLT, le bois lamelé croisé? Ça fait combien de temps? 2018. 2018? Oui, c'est ça. On a fait notre première maison il y a 5 ans, je crois. Là. Fait que là, après ça, c'est là où on a changé en 2018 pour dire. Oui, 2018-2019, ça a été la transition. Puis depuis 2019, c'est vraiment... on ne fait quasiment que du CLT. Genre là, on construit... On est obligé de vraiment prendre un pas en arrière, de retourner l'histoire un peu. C'est sûr que c'est dans 2018-2019, c'est une année où on a tout coupé notre staff. On a la compagnie a tombé à moins que la moitié qui était. On était à l'entour de 15 employés. Puis on a pris le temps pour dire, regarde, si on va faire le changement, on n'aura pas le choix de reprendre nos pas puis recommencer de nouveau. Fait que c'est là, je pense que c'est 2019 qu'on a vraiment fait la transition. Septembre 2018, puisque l'année 2019, où on a vraiment allé vers le bois croisé la nuit. Puis là, vous avez combien d'employés aujourd'hui? On a retourné à fond. On est à 11. Ah, maintenant, là, avec l'usine à Ripon, on est à 15. Ouais, fait qu'on est de retour. On est de retour à 15, pleine production. Oui, super. Puis donc, les avantages du CLT, c'est quoi? C'est sûr qu'il y a plusieurs avantages pour que nous autres, on pense. Quand tu parles d'une maison performante, ça crée un système, ton structure, c'est un monolithic structure, fait que tu es capable de, comment on peut dire ça? Mais structure monolithique. Oui, c'est sûr. Fait que la structure est à l'intérieur, puis ton isolant est complètement à l'extérieur. Fait que ça crée un système qui n'a aucune pont thermique, sauf des vis, qui a un pattern vis au travers de ton isolant. Mais ça, en pourcentage, comparé à une maison standard, où on peut avoir entre 30 et 40 de pont thermique au travers, nous autres, on est à entre 1 et 3 en termes de pont thermique avec nos vis qui sont quand même bien isolés puis cachés dans l'isolant. Mais c'est sûr que, comme il dit, la structure, la solidité du CLT, le produit en tant que tel est vraiment imbattable. Là, genre, ça en une shot. Oui, la solidité, ce serait le premier avantage. La première. Puis la beauté, la finition intérieure est en bois. L'avantage d'avoir la finition intérieure, ça peut économiser des coûts sur certains niveaux. Il y a aussi, comme on a dit, puisque nous, on pré-usine, il y a les coûts économisés au niveau du temps. Sur le chantier.
sur le chantier, il y a la rapidité de construction. Comme on vous a dit, sur le chantier, c'est sûr que quand même, ça prend temps en usine. Sur le chantier, oui, exactement. Puis aussi, évidemment, il y a aussi des bénéfices au niveau du bruit environnemental. Si on regarde des constructions traditionnelles qui durent des mois, il y a l'échafaudage, et tout ça, c'est quand même vraiment nocif pour l'environnement, pour les voisins, alors que là, vraiment, on arrive 3-4 jours avec une grue, on monte, puis après, ça y est, il y a le revêtement, la toiture, et puis après, c'est la finition intérieure. Donc, il y a aussi beaucoup d'avantages au niveau de la communauté autour. Puis retourner au système, par exemple, c'est l'avantage en termes de... Si on parle d'un système complet, en réalité, c'est plus que 2 matériaux, mais le plusieurs, c'est ton CLT, puis ton fibre de bois comme isolant. Fait qu'on ensemble 2 morceaux ensemble, puis ça crée un système de mur au complet qui performe très bien. C'est vraiment le système de mur MCH, là. C'est l'ajout que nous, on offre aussi. Parce que, c'est sûr que le CLT, comme produit, il y a beaucoup de monde qui vont le vendre usiné, mais ça arrive sur le chantier, il faut toujours passer au travers pour faire le même, rajouter l'isolant, installer des fenêtres, faire tout le contour. Fait que, c'est vraiment que je dis plusieurs fois, c'est le CLT, tu investis juste dans le CLT sur le chantier, c'est vraiment un framing très cher que tu as investi. Ouais. C'est sûr qu'il y a des avantages qui vont avec quand même, mais quand tu vas impliquer un produit, un système fini, où ce que tu arrives sur le grue, s'il installe le panneau, avec rien dessus, ou avec... Tu es aussi bien d'avoir l'isolant, puis les fenêtres, le pas. Parce que surtout nous autres, comme tu vois en arrière, les grosses fenêtres qu'on a, c'est pas des choses qui sont très légères à installer non plus. C'est de le faire ici. Le grue, en usine, on est capable de le placer avec, quand c'est à terre, qui est proche de nous, c'est assez simple. Il y a beaucoup d'avantages dans ce système-là. L'avantage aussi avec le CLT, c'est que c'est rigide pour être capable de retenir tes fenêtres dans le système. Oui, ça ne va pas te plier la structure. Tu n'es pas inquiète d'avoir cassé des fenêtres, mais c'est sûr que ça cause des défis en termes de transport, parce que c'est toujours debout, il y a toujours des limites. C'est à quelle dimension les panneaux, justement, que vous livrez pour une maison typique? C'est normalement la hauteur, parce qu'on transporte le vertical, c'est 10 pieds 3, que normalement, c'est sûr qu'on peut... ça, c'est notre standard, c'est 10 pieds 3, là, comme hauteur, puis ça peut arriver... Là, ça va varier entre 26 et 42 pieds, tout dépendant le mur. Maximum, c'est autour de 40-42 pieds, parce que pour le transport, ça vient plus. Le pesanteur aussi, c'est un limite. Parce qu'au bout de la ligne, tu peux avoir juste 4 panneaux pour les 4 murs. Oui. C'est comme la maison en Rimouski, c'était pour un étage. Avec la maison complète. C'est sûr qu'on pré-usine, on prend le temps. Fait qu'on a 2 lignes, on a les systèmes murs extérieurs, puis après ça, on a aussi les systèmes de toit et les systèmes de plancher. Fait que ça, c'est utilisé plus avec les matériaux standards, mais surtout que ça tombe horizontal. Vous fabriquez les poutrelles vous-même? Oui, mais pas nécessairement les poutrelles, on va les commander, mais encore une fois, on crée un système. Fait qu'on va être déjà préisolé. Vous assemblez tout? Ça va être tout assemblé, il faut juste qu'on va avoir, pour le plancher, ça va être déjà un panneau, parce que quand tu arrives sur le chantier avec un grue, tu poses les 4 panneaux dans quelques heures, puis là, il faut envoyer le grue pour aller passer une journée pour faire le plancher. Fait qu'au lieu de faire ça, on va faire le plancher en morceaux aussi. Fait que le grue va juste continuer. Après ça, même, c'est plus dépendant du design, fait que c'est toujours en question avec le design. Chaque projet est différent. Mais dans ce cas-là aussi, on va aussi prévenir le toit si on est capable. C'est pas des grosses fermes de toit, c'est là où il y a des avantages en termes de schedule pour être capable de, aussi dans les mêmes délais avec les grues, on peut poser un toit qui est prêt pour le tôle ou le verre d'eau par-dessus. Ça va être vraiment déjà étanche et isolé. Il n'y a pas de contre-éclairage isolant, il n'y a pas d'étanchéité d'air que tu as besoin de faire, c'est vraiment tout. Quand c'est vissé ensemble, c'est toujours tout avec des gaskets, puis nos tapes qui juste passent au travers quelques joints avec nous. C'est ça, je me demandais, l'étanchéité est faite comment? Fait que, on utilise plusieurs différents produits, tout dépendant du système. Fait que, c'est sûr, entre bois et bois, mettons tous nos joints dans le coin de CLT, aussi tout dépendant du design entre plancher ou CLT sur le plancher, ça s'appelle un gasket bois en bois. Fait que c'est un gasket en caoutchouc qui va s'écraser. Parce que le CLT, tu peux avoir la tolérance entre 1 et 1,5 mm. Ça veut dire qu'un gasket à 3-4 mm, elle va créer une étanchéité.
Quand c'est bois en bois, on est capable de vraiment fier sur un gasket. Quand ça tombe d'un autre, on va dire CLT à CLT, on peut se fier. Quand ça tombe d'un autre système, si ça va tomber sur un ferme de toit où ce que tu peux pas fier sur le pour que ça soit parfait, c'est là où on n'aura pas le choix de mettre un tape. Fait que c'est un tape normal, on se fie sur les meilleurs. Fait que c'est le SIGA qu'ils ont utilisé pour passer avec un tape qui va faire notre étanchéité. SIGA, ça vient de la Suisse, je pense. Ouais. Suisse. Ouais, puis lui, il va respirer, hein, il va s'étirer dans toutes les directions. C'est un acrylique. Oui, on l'utilise surtout autour des fenêtres, comme on l'utilise. Justement, SIGA, il y a une guide de 200 pages de long pour faire plusieurs différentes sortes d'installations de fenêtres. Fait que c'est depuis tout l'envers quelle fenêtre on installe, on suit leurs normes avec les tapes et tout pour faire les installations. Et donc, c'est pas du polyuréthane autour des portes et fenêtres? Pour l'étanchéité, on va mettre un peu pas pour l'étanchéité, mais pour l'isolant. Fait que l'étanchéité, on se fie sur des tapes, une à l'intérieur puis une extérieure. Une à l'intérieur qui est imperméable, puis l'autre à l'extérieur qui est perméable. OK. Deux épaisseurs de ruban. Fait que là, c'est vraiment étanche. Oui, exactement. On se fie vraiment sur belt and suspenders approach. Oui, absolument. Puis, parce que surtout que, on va garantir un étanchéité normalement en dessous des normes passives quand on sort de nos projets. Fait que, ça prend des bretelles puis des ceintures si tu veux passer le test du premier coup au niveau de l'étanchéité. Ouais. C'est beaucoup dans les fenêtres dans ce cas-là. On se fie dessus aussi. Là, c'est pas chaque fenêtre qui est capable de faire ça. L'épaisseur des panneaux, le minimum, maximum que vous faites? Oui, minimum, ça va être un 100 mm avec 200 mm, 100 mm pour le CLT, puis 200 mm pour l'isolant. Puis le maximum, ça peut être 130. Donc, 10 cm, c'est 4 pouces, le CLT? Oui, ça veut dire 12 pouces, c'est notre minimum. Ça avec l'isolant. Fait que c'est 4 pouces, mettons 100 mm, c'est le CLT, puis 200 mm, c'est le... Ça, je dis donc, le CLT, il y a juste 100 mm. 10 cm. 10 cm, c'est ça. Donc, c'est 4 pouces. Oui, ça peut être le minimum. Okay. Pour un mur extérieur, mais ça va tomber plus dans le moyenne, surtout multi-étage, genre de 120 mm. Fait que la plupart de nos panneaux sont autour de 120 mm. Fait que quand c'est une petite maison, plus sur le côté, peut-être juste un étage, c'est là où on peut enlever le volume de bois qui n'est pas nécessaire. Fait que c'est vraiment, encore une fois, chaque projet est différent. Fait que c'est l'efficacité que tu peux trouver en design puis le montant de fil que tu as besoin sur pour le projet. Okay. Et l'isolant de bois, c'est qui le fabricant? C'est Schneider-Holz, ça s'appelle. Ça, c'est un produit allemand. Je pense qu'il y a une autre usine en France aussi. Il y a Steco aussi. C'est quoi la différence? Steco, oui, mais c'est notre prix qu'on a avec... c'est sûr qu'on n'a pas vraiment allé... On n'a pas été ailleurs parce qu'on a une bonne relation. Puis normalement, chaque fois qu'on magasine leur prix, c'est imbattable. Fait qu'on reste avec eux. C'est la même chose avec Binderholz d'Autriche pour le CLT. Ouais. Personne ne bat ces prix-là, même l'Ouest canadien. Malheureusement. Mais c'est sûr que, c'est quoi les coûts de transport pour la même maison là, de l'Alberta ou de l'Autriche? Présentement, un container, on va rajouter, c'était quoi pour le... Ça, c'était 9 000, je pense, pour Turo. On va dire avec Turo, parce qu'on vient de faire leur projet. C'était partagé entre 3 maisons, parce qu'on est capable de mettre quand même 2-3 maisons dans un coût de transport. Puis je pense que c'était autour de entre 7 et 8 000, je pense, de coût de transport. Par maison ou pour 3 maisons? Par maison. Par maison. 7-8 000 de l'Europe? Oui. Puis de l'Alberta? Ça serait... si on fait 3 maisons, ça va peut-être, tu vas sauver quelques mille peut-être, mais c'est 30 ou 40, même jusqu'à 60% plus cher de matériaux. C'est le bois qui est plus cher, pas le transport. C'est ça. C'est sûr que le transport est très semblable, pour dire, puis le coût de matériaux est peut-être jusqu'à 50 ou 60% plus cher. Et là, tu m'expliquais tantôt, c'est parce que c'est une compagnie géante, Binderholz, c'est pour ça qu'ils ont le volume et les prix. Oui, exactement. Puis c'est sûr que, en réalité, on a juste commandé quelques maisons de Binderholz jusqu'à date. On est en train de créer une relation avec présentement parce que avec le prix augmentation de mois, malheureusement au Canada, on peut pas fier sur le schedule parce que tout le monde est débordé, puis le coût est tellement variable que là, malheureusement, on est obligé de retourner à l'Europe. C'est pas notre faute, on aimerait mieux commander d'ici, là, mais c'est juste... mais pourquoi ça varie plus ici qu'en Europe? On ne sait pas, vraiment. C'est juste...
en Europe, c'est sûr que c'est plus stable, toute leur... Je pense aussi, on a posé cette question à des contacts et des affiliations qu'on a avec des gens assez cloués dans le domaine de la foresterie. Puis on dirait que le système canadien de foresterie ne semble pas être aussi efficace que l'Europe encore. Là. Il y a des améliorations à faire de ce qu'on connaît. Nous, on ne connaît pas beaucoup ça, là, mais de ce qu'on entend, ça pourrait être optimisé différemment. Point de vue de la récolte. Différemment, oui. Ça, est-ce que ça vient de forêt autrichienne? Oui. Normalement, ce qui est très intéressant, comme même Schneider-Holz, toute la fabrication de bois, c'est Bender-Holz ou Gutex aussi, c'est un autre qu'on a visité quand on était en Europe. Ils prennent autour de 200 km en rayon. Autour de l'usine. Autour de l'usine. C'est tellement... C'est pas loin. C'est sûr que leur forêt, ils poussent très vite aussi, parce que c'est pas mal les conditions idéales. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi en Europe, c'est qu'il n'y a aucune, comme ici au Canada, on a tout du terrain Coron, ou est-ce que c'est Crown Land, ou est-ce que c'est comme... les compagnies forestières vont aller piger, mais en Europe, tous les terrains, c'est appartenu par quelqu'un. C'est privé. C'est tout privé. Fait que ça veut dire qu'ils vont prendre soin de leur forêt, puis ils vont faire sûr qu'ils vont planter, pour faire sûr que dans la prochaine deuxième génération de leur famille, ils vont avoir quelque chose pour... Développement durable. Fait que c'est complètement, la vision, c'est complètement différent, parce que c'est toujours, comme chaque acre de forêt, il est appartenu par quelqu'un qui vise de faire sûr que ça va être replanté, puis remis pour la prochaine génération qui va être obligée le vendre à quelqu'un d'autre. L'autre question, c'est dans les maisons passives, c'est toujours des fenêtres européennes aussi. C'est quoi la différence? Vous, c'est... Oui. Bien, le gros affaire pour les fenêtres, c'est que, encore une fois, pour être étanche, il n'y a pas beaucoup de différentes fenêtres. Ben, il y a vraiment juste une fenêtre que je peux dire c'est un tilt and turn ou un pop lift and slide. Aussi au bâton. Aussi au bâton qui peut être vraiment étanche. Quand quelqu'un me le dit, ça m'a toujours resté dans la tête, c'est que dans un submarine. Sous-marin. Dans un sous-marin, tu n'as pas une fenêtre qui lève ou un casement. Coulissante. Coulissante ou un casement. Ou abattant. Leur fenêtre, c'est quelque chose qui ferme puis barre avec un fenêtre. Fait que c'est pour être étanche. Ça, c'est pas mal le même principe quand tu parles avec une fenêtre pour la maison. C'est qu'aussi abattant, c'est le même principe. Tu vas le fermer, ça va être fermé sur un gasket. Fait que c'est pas être étanche, ça c'est la première chose. L'autre chose importante, c'est aussi d'avoir tout le cadrage de la fenêtre, il faut que ça soit isolé d'un certain nombre. Parce que tu peux avoir une fenêtre triple qui est assez étanche, mais si il n'y a pas une bonne valeur R autour de la fenêtre, ça va quand même reproduire beaucoup de froid qui va être transmis à l'intérieur. Mais avez-vous enquêté au Québec comme il y a Fenêtre MQ qui fait venir les profilés Broadman? Non, on utilise NZP? Oui, on est distributeur avec NZP. Depuis le début, on travaille avec eux autres. OK. Fait que c'est sûr que... Donc, c'est des profilés européens assemblés ici, c'est ça? Oui, exactement. Fait que c'est sûr que ça, c'est... encore une fois, c'est NZP, pour nous, c'est le meilleur coût performance qui existe au monde qu'on a trouvé. Ah ouais? Pour nous. Dans le PVC? Dans le PVC, oui. Fait qu'on est capable de trouver. C'est sûr que, là, 2 ans, avant la COVID, on était capable d'acheter du bois aluminium de Slovénie, qui était très proche des mêmes coûts de NZP, si tu voulais le peinturer. Fait que là, on a retombé pas mal en Europe, parce que c'est bois aluminium, c'est quand même un très bel produit. Mais là, il y a tellement d'augmentation de prix encore aussi dans ce domaine-là, au travers le monde, que NZP retombe à être encore le meilleur coût. Ouais. On est toujours à la recherche honnêtement, dans le domaine des fenêtres, là, on est toujours à la recherche de bons distributeurs. Il y a une autre compagnie canadienne, mais en fait, non, eux aussi, ils font la Veta. Je pense qu'ils sont basés... c'est polonaise. Oui, mais ils font l'assemblée, je croyais, c'est la même chose. au Canada. Quand même, on a vérifié plusieurs fois comme Fenster, c'est une compagnie canadienne, dans en Colombie-Britannique. Fenster, c'est une compagnie de bois aluminium, mais eux autres, c'est tout fabriqué à main, puis traverser le pays, c'est comme 2 fois le prix que comme en Europe. Ouais. C'est comme on aimerait autant donner du support à notre pays, mais c'est comme que nos clients, on a essayé de gérer un budget, tu peux pas payer 2 fois le prix de certaines choses juste parce que tu veux utiliser, tu peux acheter local. Non.
Non, c'est sûr que le PVC est moins cher que le bois, mais si quelqu'un veut bois, aluminium au Québec, est-ce que vous savez qui seraient les meilleurs, les plus performants? Au Québec, je crois qu'il n'y en a pas une qui en a fabriqué une. Présentement, je suis en Peut-être qu'il y en a, mais on ne les connaît pas. S'il y en a une. S'ils écoutent ça, qu'ils peuvent nous refaire. Pas dans les maisons passives, en tout cas, hein, je ne suis pas sûr qu'il y en a. Non. Ouais. Non. Fait que, non, ça n'existe pas, tant qu'à moi. Il y en a encore quelques-unes qui commencent à ouvrir dans les États, je crois, le bois aluminium. Encore une fois, je ne sais pas à quel point. Ils ne sont pas aussi optimisés qu'en Europe. Parce qu'en Europe, ils sont tellement optimisés, ça fait des années, comme le projet M-Source, une compagnie qui est en Slovénie, puis eux autres, ça fait 100 ans qu'il existe la compagnie. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, eux autres, ils ont fait beaucoup d'innovations, puis après 100 ans, tu vois, il y a des coûts, en tout cas, tu vois, regarder gérer dans mon compagnie un peu plus efficace. Ouais. Mais encore là, moi je pense que ça revient à, tu sais, la conversation qu'on avait par rapport à l'industrie de la construction au Québec. Si la demande n'est pas là pour des fenêtres à triple vitrage, pourquoi est-ce qu'un distributeur va commencer à produire des fenêtres à triple vitrage si le code n'exige pas ça, si c'est pas la demande dans la construction de nouveaux C'est loin d'être la norme en construction neuve. Le nouveau climat, c'est tellement marginal. Ben c'est ça, parce que c'est clair que ça vient à un prix un peu plus coûteux. Donc, pour être capable de justifier ce prix, il faut que les gens le veuillent, mais s'ils ne sont pas obligés de l'avoir pour l'étanchéité de la maison... C'est une question d'information, je pense, parce que rénovation ou construction neuve, on serait fou de ne pas mettre du strip. Oui, c'est clair. Ouais. Mais encore là, ça revient au portefeuille des consommateurs. Trip, il faut faire attention, parce que pour un trip, tu peux avoir une fenêtre verre trip qui est très... qui n'est pas étanche, qui n'est pas performant du tout, parce que la plupart des profils trip que les compagnies canadiennes vont offrir, ils rajoutent un autre pane ou même un morceau de plastique entre les deux panes pour dire que c'est une verre trip. Fait que faut que tu ailles changer de profilé de la fenêtre pour arriver à un minimum 1,5 pouce, 1,9 pouce pour avoir avec un 4 mm vite chaque. Faut que tu épaississes ton volet. Avec le regard entre les deux pour que ça soit efficace. Parce que la plupart, ils vont juste rajouter une autre fenêtre entre, puis ça change un peu la performance du vitrage. Mais c'est pas étanche, puis c'est pas une valeur R9 pour le vitrage qui tombe efficace. Vous, est-ce que c'est ça? C'est R9 au milieu du vitrage? Ou? Ben, le vitrage, le vitre même, je pense que c'est R9. Même à ça, je pense qu'avec NZP, ils ont bien trouvé un autre fournisseur qui s'est même augmenté quasiment le double de ça. Ben, pas le double, mais c'est quand même, ils viennent de changer en tout cas, c'est fait que c'est performant. Moi, j'ai une quadruple, mais il y a 2 calorifères au milieu. C'est 2 vitres avec 2 pellicules suspendues de Alpine qui vient des États-Unis. J'aime bois, fibre de verre. Un beau produit. Ouais. Alors, pour les panneaux CLT, on disait que le bois, la livraison, en ce moment, c'est plus concurrentiel pour les... C'est gagnant pour vous et le client de faire venir ça d'Autriche, mais est-ce qu'on peut espérer qu'il va y avoir plus de fournisseurs au bon prix? Oui, je pense peut-être quelque chose à préciser. Ça n'a pas toujours été ça. Évidemment, avec notre fournisseur qui était principalement Élément 5, qui était local. La région de Toronto? Dans la région de Toronto maintenant. Ils étaient les plus compétitifs. On était capable d'avoir vraiment au niveau des prix, puisque le bois, au niveau du bois, puis on n'avait pas de grande livraison à payer. C'était vraiment ça notre avantage. Malheureusement, avec la pandémie puis la hausse des prix au Canada, là maintenant, leur coût a augmenté jusqu'au point où maintenant, l'Europe est devenue maintenant plus compétitif pour nous. C'est peut-être temporaire? Oui, on va espérer, c'est sûr que c'est temporaire. Le prix de bois, il parle de... Ça va descendre assez, autour de 50%. Je me demande si c'est pas le boom aux États-Unis qui fait qu'il y a pénurie. Oui, c'est sûr qu'on va voir exactement c'est quoi, mais c'est sûr que je pense aussi avec l'usinage, parce que c'est quand même un usine assez nouveau que Element 5 ont créé, puis pour démarrer le produit, puis vraiment sortir en avant dans le produit, en avant dans le marché. Je pense que ça va prendre quelques années pour vraiment être bien efficace dans le système. Et déjà aussi, je pense qu'ils sont en train de doubler tripler même, je pense qu'ils vont être doublés
1,5 de plus. Fait qu'ils ont créé 80 000 pieds carrés pour l'usine, puis là, on est en train de faire un autre 120 000 pieds carrés à côté pour être capable d'être plus efficace, puis être capable de fournir plus. Fait on va espérer dans 2-3 ans, après tout ça va être complété, qu'on va être capable de retourner à utiliser le marché canadien. Ouais. Parce que tout ça, automatisation, ça va peut-être descendre le prix, puis aussi au travers de la temps. Et c'est sûr qu'eux, ils ont un monopole en ce moment, vraiment, surtout à l'Est. Là, il y a personne, il n'y a aucune autre usine qui produit, manufacture du CLT, donc ils sont évidemment... Il y a Nordic aussi. Oui, il y a Nordic. Comme que nous autres, on a expliqué, Nordic, c'est un produit où ce que... Nordic, c'est Nordic Structure de Chibougamau. C'est plus commercial. Ce que j'ai compris, c'est plus commercial parce que nous autres, on ne peut pas se fier dessus comme un étanchéité d'air. C'est plus un produit industriel. C'est pour ça qu'on n'a jamais fait un projet CLT pour une maison avec Nordic. On a déjà fait des produits, des structures en bois massif en termes de bois laminé collé, comme juste une structure en bois, où est-ce qu'on a utilisé des produits de Nordic, mais c'est pas les panneaux ici. C'est vraiment intéressant que votre étanchéité à l'air soit le panneau intérieur. L'isolation de bois aussi vient d'Europe. Oui, c'est sûr qu'on voit, ça vient de Schneider-Holz, comme on a dit, mais par exemple, Go Labs, un compagnie en Maine, fait que 8 heures de route ici, ça va s'ouvrir... 2023, là, puis on est en communication avec eux pour qu'ils deviennent notre fournisseur de... Comment on écrit ça? Géo? Go Lab. G-O-L-A-B. C'est pas le... Timber HP. Timber HP. Ça s'appelait, je pense qu'ils sont en train de changer leur nom, là, mais c'était Timber HP, puis là, ils sont en train de changer vers Go Lab. Puis on commence à faire des panneaux d'isolant de bois. Oui, les autres, malheureusement, ils étaient très chanceux. Ils ont acheté un moulin à pulpe qui a fermé, je pense, 10 ans. Parce qu'un investissement pour faire du wood fiberboard, c'est autour de américain entre 100 et 160 millions pour fabriquer. Fait qu'eux autres, ils ont eu une bonne, mettons, 70 000 d'utilage qu'ils ont acheté pour quelques millions pour le moulin qu'ils ont fermé. Fait que les autres, ça fait des années où ils sont en train d'augmenter un système européen dans les États pour être capable de fabriquer le même produit. Fait que ça va être un produit qui va être certifié au Canada aussi, fait qu'on va être capable d'utiliser, suivre les normes. Fait que ça s'en vient, mais encore une fois, ils vont commencer avec un produit, ça va être un produit cellulose, fait que c'est vraiment juste les fibres de bois que tu peux utiliser comme cellulose. Après ça, ils vont créer les bacs isolants aussi. Puis troisième phase, ils vont vraiment faire les panneaux rigides. Puis avez-vous parlé à Matériaux spécialisés Louisville? Ils font seulement R4, eux? Qu'est-ce que les autres ils font, ça s'appelle un wet process. Fait que c'est la façon que c'est fait dans l'eau, puis c'est fait qu'un dry process, c'est un autre système complet. Fait que c'est deux différentes façons de faire le fil de bois. C'est le même produit, ça tombe pas mal à la même valeur R et tout. Par exemple, le maximum que tu peux faire dans le wet process, c'est autour de 3/4 de pouce d'épais. Fait que même Louisville, les autres c'est demi-pouce qu'ils font, puis ils collent 3 ensemble pour alléger le R4. C'est pour ça que la procédure, c'est complètement différent comment il s'est construit. Fait que ça n'existe pas présentement une usine en wood fiberboard, qui est en fil de bois, qui est le dry process, mais ça, en Maine, je ne sais pas c'est quoi la ville, mais on va l'avoir proche. L'an prochain. C'est quelle épaisseur typiquement d'isolant de bois que vous mettez? Mais ça, c'est un produit où tu peux... c'est vraiment mis dans un presse, fait que tu peux choisir l'épaisseur. Il y a vraiment mais typique pour nous, le minimum qu'on rajoute, c'est toujours le 200 mm. Fait que ça, tu peux avoir jusqu'à 240 mm dans un panneau, normalement. Puis si tu as besoin de plus que ça, on l'a fait des fois dans les maisons haute performance, où c'est éteint passif, pour arriver à 260 ou 280 pour avoir la valeur R qui est nécessaire pour arriver aux normes passives. Tu peux juste rajouter tu vas avoir 2 couches dans ce cas-là. Okay. Donc, typiquement, on va avoir minimum 8-10 pouces d'épaisseur de panneaux. 8 pouces, normalement, surtout au Québec, c'est vraiment notre standard pour nous autres, on trouve la balance entre performance et coût pour le client. Puis c'est la valeur R au pouce, ça donne combien? Ça, c'est la même chose pour du type 2 EPS, entre 3,5 et 4 par pouce. OK, c'est comme du polystyrène expansé. Oui, exactement. Oh, ça c'est intéressant à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est pas le même coût. Oui, mais
En termes de matériaux, quasiment, c'est juste le transport, malheureusement, présentement, parce qu'on en veut de l'Europe. Présentement, ça coûte plus cher le transport que le matériau pour l'amener ici. Okay. Ça, c'est un produit que oui, quand ça va être plus proche, ça va changer notre coût de produit en termes d'assemblage. C'est pas énorme, mettons, on va sauver peut-être 10 000 sur un assemblage standard sur une maison moyen. Là. Fait que, oui, c'est quelque chose, mais quand on parle de qu'est-ce que ça amène comme performance, puis comment ça respire dans le système et tout, c'est 10 000 plus, ça vaut quelque chose. Les 10 000, c'est tout l'assemblage ou juste l'isolant? Tout l'assemblage. L'assemblage, on parle normalement des murs extérieurs. Fait que c'est pas tout l'assemblage. Normalement, c'est des murs extérieurs qu'on parle. Oui. C'est sûr que on compare pas des pommes avec des pommes, là. Ouais. Mais votre mur, bon, quelqu'un qui veut du R35, R40, ces temps-ci, les ingénieurs qui disent, ben, ça vaut vraiment la peine d'aller à double ossature 2x4. Si vous comparez pour la même valeur R, ça revient combien plus cher? On s'entend que c'est pas une finition de gyps, là. Oui, c'est sûr. On vient de passer au travers de ça parce qu'il y a c'est Windmill Construction, c'est une compagnie à Montréal qui font du ossature pré-usinaire. Puis on a un client qui magasine entre nous deux. On a 2 clients en réalité qui magasine entre nous deux. Mais ça s'appelle comment, Windmill? Je me rappelle plus le nom de la compagnie, là. Mais en tout cas, eux autres, faudrait que je le client, mais je me rappelle plus son nom. Non, mais on peut dire que c'est un compétiteur, mais c'est pas le même produit du tout parce que c'est pas un fini intérieur. Mais on est arrivé dans une maison en haut de 2000 pieds carrés, entre 20 et 30 000 de différence. Pour la même chose, mais eux autres, il faut qu'ils rajoutent le gyps à l'intérieur pour faire la finition. Avant le gyps, OK. Ouais. Fait que c'est pas une énorme. Puis t'as pas de revêtement extérieur là, dans ce coup-là. Là. Non. OK, 20 à 30 000 pour 2000 pieds carrés, mais eux posent le gyps, ça coûterait combien le gyps? Peut-être, parce qu'on parle juste des murs extérieurs, parce que le gyps, il va quand même être l'intérieur, ça serait pas énorme, là, en dessous de 10 000, c'est sûr. Fait que on a peut-être comment on dirait, peut-être un 10, un 10-15 de plus. Là, on aime dire qu'habituellement, on regarde peut-être 10-15 max pourcentage de plus là, pour notre système. Mais même à ça, genre, en ce moment, ça dépend de la. On exclut les fenêtres aussi là, dans ce prix-là. Oui, la différence. Oui, c'est ça. Peu importe le mur. Les fenêtres, on est quasiment. Puis, c'est inclus la main-d'œuvre, c'est parce que l'autre fournisseur. C'est drôle parce que cette question, on nous la pose beaucoup, puis on est encore en train d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on communique le même langage, genre pour comparer des pommes et des pommes. Oui, il faut être détaillé. On n'arrive pas encore à trouver, parce que souvent on donne notre prix par pied carré, mais les gens ne comprennent pas que ça inclut genre les fenêtres, l'isolation, l'étanchéité. Et eux, ils comparent ça juste à d'autres choses qui n'incluent pas tout ça. Puis maintenant, en fait, aussi, ce qu'on remarque, c'est que, en fait, dépendant de la région dans laquelle on se trouve au Québec, le prix aussi par pied carré varie complètement. Donc, en fait, dans la région ici où est-ce qu'on est, Chelsea, Wakefield, l'Outaouais, les prix apparemment ici sont exorbitants. Genre, construction traditionnelle versus Montréal, qui est très différent. Et genre, je me rappelle, j'ai parlé avec une cliente potentielle qui m'est arrivée avec son prix au pied carré de, je sais pas moi, c'était entre 150 à 200 $ le pied carré dans la région de Montréal. Puis là, j'ai dit, construction normale ici, là, on est quasiment dans le 250 $ pied carré. Ah ouais, genre. Question de concurrence, il y a moins... C'est je pense que, déjà Chelsea, c'est la région où le salaire par PIB est le plus élevé au Québec. Donc, je pense que ça aussi, ça doit avoir quelque chose à faire là-dedans. On mange les prix. Et puis bon, avec la pandémie qui vient de taper, tous les prix chez les constructeurs généraux a aussi énormément augmenté, alors que nous, notre prix n'a pas nécessairement varié, à part peut-être la livraison qui varie, qui change, mais notre prix fixe... Ça descend aussi, mais habituellement, notre prix fixe de l'enveloppe reste le même. Donc, en fait, nous, on est en train de réaliser, en ce moment, on est très compétitif par rapport à une construction traditionnelle, une fois que les gens commencent à comprendre. Combien vous payez vos employés, justement, à l'usine, ceux qui assemblent? C'est pas le code, c'est pas le CCQ, c'est pas le décret. On peut sauver entre 20 à 30 20 à 30.
Oui. Fait que ça aussi, c'est un énorme avantage. L'acheteur en profite aussi. Oui. Ouais, le client, il a cet avantage-là, puis en plus, c'est un système, c'est dans l'usine où, encore une fois, comme on a expliqué, c'est quelque chose qu'on fait un après l'autre. C'est très efficace en termes de main-d'œuvre, c'est pas quelque chose on fait un prototype sur le chantier chaque fois. C'est vraiment un système qu'on peut suivre, fait qu'il y a des coûts à sauver dans le temps qui vont exister. Fait que nous aussi, notre objectif avec cette nouvelle usine qu'on a acquise, c'est de vraiment arriver à un prix fixe pour notre enveloppe de bâtiment. Pouvoir le garantir dans le temps, c'est le défi. C'est ça. Pour être capable d'offrir ça, pour le vendre à d'autres constructeurs généraux, à des architectes, à des gens dans le monde de la commercialisation, genre vraiment, on va être capable de vendre. C'est ça, il y a eu tellement de hausse sur hausse, je pense que les fournisseurs ils ne voulaient plus garantir même 60 ou 90 jours, je pense. Non, c'est difficile. Au niveau de la membrane par intempérie Magevest de Siga, c'est quoi la différence avec Tyvek, Typar, les autres? Pour nous autres, pour le transport, c'est quelque chose qui est important. Mettons, quand on le rajoute sur un camion, puis ça revole dans le vent. Mettons, si on met un Tyvek, ça va être arraché pendant que ça arrive sur le chantier. Juste sur le transport? Ah ouais? Ça peut être une bonne chance, oui. Donc, ça, c'est une chose. Puis aussi, c'est le Magevest qu'on utilise, c'est le perméabilité, je pense que c'est semblable, il n'y a rien de différent. C'est vraiment comment c'est plus solide. La rigidité, ça reste étanche. Plus difficile à déchirer. Oui, très difficile à déchirer. Quasiment impossible. Puis mais ça va durer jusqu'à. Ça va pas moisir, ça va rester là pendant des années. Nous, on aime garantir nos maisons quasiment pour 100, 150 ans. Nous autres, on utilise notre enveloppe parce que c'est un moyen qu'au Canada, c'est pas quelque chose que j'ai pas trouvé une norme, tout ça, mais dès que j'ai vu en train de démonter les maisons dans le passé, c'est que en moyenne, au Canada, une maison va exister entre 28 ans. C'est un nombre que j'ai suivi. Où ce que ça va prendre une énorme rénovation au mi-à-terre à cause que, c'est sûr que la plupart des maisons, le monde est vécu dedans pareil, mais c'est en termes de santé qu'il ne devrait pas rester dans sa maison. Fait, après 28 ans, en moyenne, l'enveloppe pourrie, c'est ça que tu me dis? Ouais. Tu ne devrais pas rester dedans, mais le monde reste dedans quand même. Ça, c'est basé sur quelle source? Oui, c'est pour ça que c'est des conversations que j'ai eues avec quelqu'un à un moment donné. J'ai aucune source pour ça. C'est pour ça que je peux dire ça juste comme ça. Mais avec mon expérience, les maisons, toutes les maisons que j'ai démontées à tout cet âge-là, c'est toute la cause que c'est plein de moisissures, des sections pourries. Fait que c'est sûr que ça ne va pas dire que ça va être mettre à terre, mais c'est une énorme rénovation pour le mettre à jour pour être en santé. Mais ça aussi, on l'entend dans l'industrie, genre quand je fais des entrevues, par exemple, avec de nouveaux employés ou quoi que ce soit, puis ils nous racontent leurs histoires, ils ont tout le monde, quasiment chaque personne dans la construction a travaillé en rénovation, ils savent qu'est-ce que c'est, là, quand tu démontes une maison, puis qu'est-ce que tu découvres en arrière de ces murs-là. Ouais. Ça se dit peut-être pas si publiquement que ça, là, mais tout le monde le sait. Là, que... Ben, moi, je vous crois parce que je connais beaucoup d'inspecteurs en bâtiment et d'architectes. Ouais, c'est ça. Puis le meilleur architecte, urbaniste et inspecteur en bâtiment, Maurice Charney, qui a eu 83 ans hier, lui me disait, ben, si tu fais faire de l'inspection pré-achat, il faut que la personne ait fait de la rénovation pendant 15 ans, puis il sait c'est quoi quand tu ouvres des murs. Ouais. Non, c'est juste c'est de valeur parce que, tu sais, au bout de la ligne, pour la plupart le monde, ils vont... Leur emploi sur la maison, il va être peut-être sur 30 ans. Tu n'as même pas fini de payer ta maison, puis tu as besoin de faire une rénovation majeure. C'est juste Mais la cause, c'est quoi? C'est l'étanchéité à l'eau, à l'extérieur, puis les matériaux sèchent moins vite? Je dirais que c'est plus le plus gros killer, on va dire, c'est l'état. Deux choses, c'est toujours l'eau. L'eau, c'est la première chose. Si c'est pas construit conforme, que c'est down and out, l'eau qui va rentrer dans le système de mur, puis il va pourrir, puis ça va pourrir structurellement. Au lieu de sortir au bas. Oui, exactement. Fait que ça, c'est la première chose en termes de structure, mais l'autre, c'est l'eau qui va avoir un impact sur la structure à un moment donné, puis l'autre, ça va être la condensation. Fait que c'est quand même l'eau aussi, mais c'est à l'intérieur de ton système de mur où ça va créer la moisissure, puis la santé de rester dans sa maison-là.
c'est sûr que le monde, ils vont vivre quand même, mais en réalité, c'est pas quelque chose, c'est pas la meilleure place à rester. Mais évidemment, dans nouveau climat, c'est permis d'isoler avec des plastiques à l'extérieur, mettre des panneaux de copeaux pleins de colle. Qu'est-ce qui fait que c'est supposé être un bon pont thermique si on a R4 à l'extérieur? Ouais. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait que ça condense? Oui, ça ne respire pas. C'est une perméabilité qui passe, c'est vraiment important dans notre climat, c'est sur l'autre affaire, parce que le code, mettons, le code présentement qui existe, ça marche en Colombie-Britannique, en Vancouver, puis pour suivre. Mais nous autres, dans notre région, où on a, je pense, 100 ou 120 degrés de différence, on est la capitale moins froide au monde, fait qu'on a une différence de température autour de 120 degrés Celsius. Fait que ça veut dire que, faut 120 Celsius de différence, non? Mais dans le sens qu'on peut passer d'un plus 30. Excuse, c'est 100. Fahrenheit, tu parles? 30, non. Non, parce qu'on peut avoir moins, comme j'ai déjà vu, moins 60 jusqu'à, mettons, 40 degrés. Fait qu'on on a toujours une différence Celsius de 100 degrés. Vous avez eu moins 60 ici? Avec le vent, c'est sûr. Moins 50, peut-être plus moins 50, là, mais. Ouais. Ou même des fois, dans le nord du Québec, par exemple, on peut avoir des variations tempéraires. C'est sûr que moins 30, plus 30, ça fait 60 degrés. Si on le souvent. Pour pas être réaliste, oui. C'est 30, on a autour de 60 degrés de différence à gérer. Fait que dans ce cas-là, c'est vraiment bâtir ton système de mur pour être capable de gérer ça. Et le code, dans notre région, tant qu'à moi, c'est même pas proche. C'est là où nous autres, on en prend dans notre système pour dire, regarde, quand on bâtit notre système, nous autres, on sait que ce système-là, parce que ça respire, puis il y a du drying potential, c'est quand même, la structure est à l'intérieur, où même si l'eau va s'infiltrer dans quelques endroits, ça ne va jamais faire un impact sur la structure. Puis après ça... Ça va couler sur le panneau. Oui, mais même la fibre de bois est capable de s'infiltrer 30% avec l'eau, puis avoir la même performance. Fait que l'eau, il peut rentrer, puis attendre que le soleil va venir sortir à un moment donné, puis retirer pour leur sécher, puis ça va performer la même chose, ça va avoir la même performance. La capacité de séchage de la fibre de bois est extrêmement haute, donc elle peut être 30 et quand même performer. C'est pour ça qu'on dit ça peut avoir une longévité avec la structure entre 100 et 150 ans, même plus peut-être. Je dis toujours un exemple en termes d'une grange. Une grange, surtout si le toit il reste intact sur une grange, elle va respirer. C'est une structure en bois qui va être là pour des centaines d'années. C'est le même principe avec le système de mur. C'est un système de CLT qui fait la structure avec un bois à l'extérieur qui respire. On va tout le drying potential qu'il faut pour être capable de rester debout pour des centaines d'années. C'est vraiment le même principe qu'on prend, la longévité. Est-ce que vous mettez ça dans les contrats, 150 ans? Non. C'est difficile. Va voir que nos enfants le garantissent. Oui. C'est juste en termes de qu'est-ce qui est... Il y a des bâtiments de bois qui ont 1000 ans, qui sont encore debout. Mais c'est ça, on n'emprisonne pas l'humidité dedans. Bon, c'est aussi basé sur ce qu'on connaît de ce qui se passe en Europe. Là, on n'est pas nécessairement en train de réinventer la roue. Là, ça existe depuis quand, la CLT? Ça a commencé en 97. Okay. C'est la première, c'est quelqu'un d'Autriche, puis d'autres. En tout cas, je pense que c'était en Autriche, non, c'est un Autrichien, quelqu'un d'autre, puis on fabriquait les premiers panneaux en Allemagne, quelque chose comme ça. Mais depuis 97. Et en fait, l'usine qu'on a acquis à Ripon, c'était les premiers à travailler le bois CLT. Ça s'appelait CLT Outaouais. Puis c'était la première usine CLT. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Mais il les fabriquait ou il assemblait comme ça? Il y avait un press en vacuum, fait qu'il fabriquait le CLT, mais il pognait, un peu comme NZP, où il pognait les panneaux, les lamelles déjà précollées, puis il collait ensemble. Fait un peu prototype, comme ils font, mettons, pour NZP. Fait que c'est là où il fabriquait les premiers panneaux au Québec. Ça s'appelle CLT Canada, mais CLT Outaouais, c'était à Ripon. C'est la même usine qu'on a accueillie. Fait que c'était CLT Outaouais, c'est Element 5 qui l'a acheté de eux quand ils ont fait faillite. Puis après ça, nous autres, on a acheté de Element 5. Fait que c'est quand même, notre bâtisse, il y a beaucoup d'historique en termes de bois CLT au Québec. C'est intéressant. Puis là, vous pouvez fabriquer combien de maisons de 2000 pieds carrés par année en ce moment?
Je pense qu'avec l'usine, on pourrait peut-être en faire une quinzaine, mais présentement, on fait 5 à 6. C'est ça notre. Mais c'est sûr que. Mais on vient d'acquérir l'usine, là. Il y a combien de temps? Il y a 3-4 semaines. 3-4 mois? Semaine. Oh, OK. Ça fait des mois qu'elle est dans le processus, mais. On vient de déménager notre On vient de déménager tous ici. Mais c'est excitant, c'est comme un bébé qui vient d'arriver, ça. C'est un rêve, là, de Jake et Ben, ça fait longtemps. Ouais. C'est fun. C'est ça, l'objectif, c'est la première année, c'est environ une quinzaine de projets, puis on a nos projections là, pour augmenter la production. Souvent, on va faire une différence, comme, tu sais, de travailler, bâtir juste l'enveloppe, puis être capable de fournir à d'autres contracteurs, puis d'autres personnes en dehors de notre région, parce que c'est sûr qu'on va garder notre région locale pour nos équipes, pour prendre le système de mur, mais n'importe quoi qui est à distance, on va être capable de fabriquer les enveloppes, puis entraîner d'autres contracteurs pour faire les installations. Oui, c'est ça, j'allais dire, la main-d'œuvre, si la demande explose, vous pouvez sous-traiter aussi. Oui, exactement. D'autres générales, ils vont être capables de faire l'installation d'autres charpentes, n'importe quelle compagnie de charpente aussi pourrait peut-être, si on a expérience avec un groupe, puis faire l'installation, puis le visser ensemble avec une employée qui vont les aider plusieurs fois pour pouvoir avoir un système d'entraînement pour faire l'installation. Ouais. Tu as mentionné 1 mm le terme, c'est de tolérance, je pense. C'est vraiment des usines robotisées à la fine pointe. C'est ça qui garantit votre étanchéité, dans le fond. Oui, c'est sûr, ça aide énormément. Quand tu poses une fenêtre, là, que tu as 1 mm de précision. Sur toutes nos maisons, que les clients le veulent ou non, on fait des tests d'étanchéité, le blower door test, puis que le client veuille passif ou non, là, on est toujours en bas du passif ou passif. En bas de 0.6. C'est vraiment quelque chose qu'on prend à cœur. Je pense que Ben et Jake, ça fait longtemps qu'ils investissent du temps à essayer d'avoir un impact important sur l'industrie de la construction au niveau de la durabilité des bâtiments, mais vraiment, depuis 2018, c'est vraiment là où ils ont découvert l'impact qu'on peut avoir, c'est sur l'enveloppe du bâtiment. On va se spécialiser là-dessus. Oui, on peut faire du A à Z, on peut faire la finition, mais c'est pas là où on va avoir le plus gros impact au niveau de la construction des bâtiments puis la santé des gens. Avoir un impact environnemental. C'est vraiment aussi d'essayer de simplifier la vie des gens dans leur maison. Quand on finit de construire nos maisons avec nos clients, il n'y a pas de... Les retours sont rares, là. Les retours sont rares, de maintenance. L'entretien. L'entretien est tellement minime, genre c'est tellement solide, c'est tellement bien fait. Les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter de moisissures, d'eau qui rentre. Fait que ça permet aussi une certaine paix d'esprit que vraiment là on est capable d'offrir. Oui, ça n'a pas de coût. On est capable de se différencier aussi par rapport à d'autres. Alors comment on se sent quand on fait des maisons comme ça? Notre équipe est très fière, là, je pense. Ouais. Nos employés, ils adorent ça. Je pense qu'ils ont une certaine fierté de voir qu'ils sont en train de faire quelque chose qui a un impact sur c'est sûr que si on parle des produits, quand on parle de maison qui est sustainable, efficace, c'est sûr que tu peux avoir, je tombe toujours sur ce terme-là, tu peux faire une maison, je ne sais pas, déjà entendu du skeleton, qui c'est une voiture, un stature en acier, puis après ça, il faut souffler ça avec du polyuréthane, puis tu peux faire créer une maison passive. Mais l'impact environnemental sur cette maison-là, avec tous les matériaux, elle ne va jamais repayer pour l'énergie opérationnelle qui va causer. C'est vraiment important de choisir tes matériaux avant d'utiliser ces produits-là pour le début, pour la construction. Puis choisir les matériaux de manière consciente, dans le sens que, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir puis ils disent « Ah ouais, mais vous faites venir vos produits de l'Europe, mais les coûts de livraison, mais vous comprenez pas que genre les matériaux qui viennent, genre ça va s'économiser là. C'est simple, puis t'as pas de l'entretien, puis dans 150 ans tu peux l'envoyer au compost. Ouais, exactement. On peut le dévisser puis l'utiliser pour quelque chose. Là. Oui, c'est vraiment encore mieux. C'est ça. Disassemble, ouais.
Ça devient c'est conçu pour être réutilisable. C'est ça. Ça devient une question de perspective aussi. Parce qu'un bâtisse en maçonnerie aussi, c'est pas le même life cycle analysis, parce que défaire une maison de béton, c'est pas aussi simple. Décoller de l'uréthane du stade métallique, c'est pas évident non plus. Non, des choses comme ça, parce que c'est vraiment le life cycle qu'on regarde. Fait que c'est là l'impact, ce qu'on en regarde, c'est vraiment, tu sais, c'est une carte blanche que tu décides de comment créer un système. Puis c'est là où on a regardé de tous côtés qu'est-ce qui pourrait avoir le meilleur impact. Puis vraiment, c'est là où on a décidé sur notre système parce que c'est bois, puis on peut entreposer le CO2 avec ça aussi. Puis là, est-ce que vous avez un impact sur vos amis, vos sous-traitants, d'autres constructeurs? Oui, je pense à un certain niveau, genre... c'est sûr, tous les sous-contractants, ils aiment travailler avec le système parce que c'est quand même toujours la même chose. On est quand même une bonne équipe en planification. Nous autres, parce qu'en maison pré-usinée, tout, il faut que ce soit planifié. Vous recevez les plans, puis vous rentrez ça dans AutoCAD? Nous, on construit les plans aussi. Vous faites les plans aussi? On fait les plans et la construction, dépendant de ce que nos clients veulent. Ou s'il y a des clients qui viennent avec leurs architectes, on travaille avec les architectes pour s'assurer que tout... Alors, on est design build, on peut prendre, on travaille de différentes manières, mais en réalité, on est capable de... même s'il y a déjà des plans d'architectes, on va les prendre à l'interne, puis on va créer des plans plus précis de notre système, où tous nos sous-contrats qu'on travaille avec, c'est sûr que... Tous les détails, là. Tous les détails qu'il faut sont très précis. Ouais. Je pense que ce que Dan disait, nos sous-contractants, je pense que ce qu'ils aiment, c'est que tout est déjà prédéfini. Il y a vraiment très peu de surprises arrivées le moment où on est sur le chantier, parce que toutes les décisions doivent être prises à l'avance. Donc, je pense que ça, ils apprécient beaucoup. Je pense que, encore une fois, dans l'industrie de la construction, il y a tellement de choses qui se décident à la dernière minute sur le chantier. Il manque cette information, il manque ça. Alors que là, nous, on est vraiment obligés de faire beau. Comme notre ami JS, on a toujours des rencontres Zoom où on va planifier quel système qui va rentrer, où est-ce que ça va passer dans la maison. Votre ami qui, c'est qui? Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, oui. Le boursier aussi. Fait qu'on va toujours passer au travers des plans avec lui, on va tout dessiner le système. Il est ingénieur en mécanique du bâtiment chez Minotaire. C'est le principal installateur de Minotaire. Ouais. Exactement. Puis lui, n'importe quel, tout dans le système, dans la maison, c'est pas toujours un Minotaire qui va fonctionner dépendant de la grandeur. Mais de toute façon, l'idée, c'est qu'on va tout planifier d'avance. On sait déjà où chaque fil il va passer, la plomberie, où ça va être souterrain, avec toutes les conduites pour le système de ventilation. Tout ça, c'est déjà déterminé. Comme je l'ai dit, on est capable de donner le plan à nos sous-contractants. Ça l'aide énormément. C'est différent dans le marché où des fois, il suffit sur le sous-contractant pour trouver une solution. Ça fait une bonne année qu'il m'a parlé de vous, puis c'est pas souvent que je fais une coupe d'heure pour aller rencontrer les gens, mais quand un ingénieur aime travailler avec un fournisseur, puis qui dit que vous avez un système au poil, quand on a du plaisir, il faut partager le plaisir. Je pense que ça aussi, ça revient à votre question.